Saverio Tomasella, bonjour. Alors, Bonjour Fanny, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous avec plaisir. remercie chaleureusement. Euh, alors, vous êtes docteur en psychopathologie, en psychanalyse, docteur en management des organisations et vous êtes chercheur en psychologie clinique. Tout à fait. Voilà. Écrivain, parce que vous avez écrit un nombre de livres incalculable. Je sais pas comment vous faites pour sortir parfois 3-4 livres par an. C'est impressionnant. Moi, j'ai pu lire quelques-uns de vos livres. J'en ai écouté un aussi. Je tiens à préciser pour les personnes qui n'aiment pas trop lire. Hmm. Ils sont très, très bien. Moi, j'ai notamment écouté Derrière le mur coule une rivière, qui est un récit initiatique sur le lâcher-prise. Donc, beaucoup de femmes se reconnaîtront. Énormément de femmes se reconnaîtront dans Je contrôle tout dans ma vie, à comment justement la magie du lâcher-prise peut Hmm. énormément. J'en dis pas plus. À côté de ça, j'ai lu Les Amours impossibles, Vivre en relation, Attention, cœur fragile, donc pour les hypersensibles, Aimer quand on est hypersensible, et je suis en train de parcourir l'hypersensibilité pour les nuls. Donc, vous êtes aussi à l'origine de cette fameuse journée pour les hypersensibles, qui est en janvier, donc le 13 janvier. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur l'hypersensibilité? Parce que c'est tout un sujet aujourd'hui, et je ne suis pas certaine que les hypersensibles se reconnaissent réellement. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent se mettre dans cette case hypersensible, mais qui le sont pas. Enfin, je pense qu'il y a tout un nœud autour de ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire deux, trois mots sur ce sujet? Oui, merci. Merci de me donner la parole là-dessus parce qu'on est justement, je pense, à une croisée des chemins où on a tellement parlé d'hypersensibilité depuis un an que beaucoup de personnes se reconnaissent sans être forcément hautement sensibles et d'autres personnes qui sont peut-être ultra sensibles ou hautement sensibles en ont marre de cette appellation. Mais les journalistes aussi saturent, donc on ne sait plus trop où on en est. En fait, la sensibilité élevée concerne environ 30% de la population, d'après deux études anglo-saxonnes qui sont des études fiables sur des échantillons très importants auprès de jeunes de 11 à 15 ans et auprès d'adultes. Donc il y aurait à peu près un tiers de la population mondiale qui serait caractérisée par une sensibilité plus élevée que la moyenne. Euh, et c'est selon cinq grandes caractéristiques, je vais le dire rapidement. Mais ce que je voudrais préciser avant, déjà, c'est que même si on est hautement sensible, parce que d'ailleurs, tous les pays sauf la France disent hautement sensible. En France, je ne sais pas pourquoi on dit hypersensible, ce qui n'est pas une très bonne idée parce que l'hypersensibilité, c'est un terme médical qui désigne les allergies, les intolérances. Donc, voilà. Et puis en plus, hyper, ça veut dire trop. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure terminologie, mais enfin bon, c'est celle qui a été, euh, comment dire, propagée par les médias. En tout cas, même si une personne est hautement sensible, on garde sa singularité, on garde la façon particulière qu'on a chacune et chacun d'être sensible, d'être humain, d'être en relation avec les autres. Et c'est pour ça que dès que vous allez voir des portraits robots des hypersensibles, attention, méfiance, parce qu'on ne peut pas faire de portrait robot de la sensibilité d'une personne. Là, il s'agit simplement d'une sensibilité plus élevée. Alors, elle se décline selon cinq caractéristiques principales. La première, et c'est la définition scientifique, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Traitement sensoriel approfondi des informations. Les personnes hautement sensibles sont méticuleuses, elles sont très observatrices, elles ont le sens du détail et elles disent être sans filtre. On Hmm. a repéré au niveau du cerveau le centre du filtre qui fait le tri dans les informations, qui s'appelle le thalamus, effectivement, est en sous-activité chez les personnes hautement sensibles par rapport aux personnes, disons, moyennement sensibles. La deuxième caractéristique découle de cette première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la saturation. L'hyperstimulation du fait qu'on reçoit toutes les informations sensorielles, émotionnelles, cognitives, intuitives, imaginatives. On reçoit tellement d'informations qu'au bout d'un moment, on sature. Hmm. Ça demande à la personne hautement sensible de reconnaître les moments de saturation pour pouvoir faire des pauses. Et que même si on aime aller au cinéma ou à un concert ou un dîner avec des amis ou dans un centre commercial ou faire du shopping, etc.,
même si on aime, qu'on est bien, qu'on a choisi de faire cette sortie-là, il y a un moment où par rapport aux copines et aux copains, ou aux personnes qui nous accompagnent, on va sentir qu'on sature, qu'on a besoin de se reposer, de boire, d'avoir un moment de silence, de se replier, etc. Troisième caractéristique concerne les émotions. Les émotions chez les personnes hautement sensibles sont plus fortes, plus intenses, plus durables, elles sont plus variées, elles sont parfois plus complexes et plus difficiles à comprendre, et surtout, il y a une porosité aux émotions des autres. Mm. C'est-à-dire que non seulement on sent ses propres émotions, mais on va sentir aussi les émotions de la personne avec laquelle on est en train de discuter. Ça peut être un ressenti plus ou moins inconscient, hein. Mm. Et à plus forte raison, quand on entre dans un lieu, dans un groupe, etc., on va sentir l'ambiance, l'atmosphère du lieu, et on va se sentir plus ou moins bien sans savoir trop pourquoi. Ça peut déboucher chez certaines personnes hautement sensibles sur une grande empathie. Alors, ça n'est pas systématique, même si on a remarqué que chez les personnes hautement sensibles, les neurones miroirs, qui sont les neurones de l'imitation, de l'apprentissage et de l'empathie, sont des neurones qui sont plus activés, hein. On a vu tout à l'heure le thalamus moins activé. En revanche, les neurones miroirs sont plus activés, de même que l'insula, qui est le centre de la conscience de soi. C'est pour ça que les personnes hautement sensibles peuvent se poser beaucoup de questions, avoir des doutes et se demander ce qui se passe là où d'autres personnes se posent moins de questions. Et ça peut donner des personnes qui sont hyper émotives ou hyper empathiques, mais pas forcément chez toutes les personnes hautement sensibles. La quatrième caractéristique est très importante aussi, puisqu'il s'agit du sens des subtilités, du sens des nuances, qui font que les personnes hautement sensibles vont accorder beaucoup d'importance au langage implicite, notamment le langage non verbal, Mm. les gestes, les postures, les mimiques, les intonations, les regards, etc., etc. Et que parfois, comme on sent un décalage entre le discours, les mots qui sont employés, et le reste du langage non verbal, on se dit, tiens, il y a quelque chose parce qu'effectivement, on peut, volontairement ou pas, d'ailleurs consciemment ou pas, prononcer des mots qui ne sont pas en accord avec le reste de notre personne, avec la profondeur de notre personnalité. Or, chez les personnes hautement sensibles ou ultra-sensibles, c'est plutôt le langage implicite qui va être pris en considération. Et cinquième caractéristique qui a été découverte plus récemment et qui est très importante, elle s'appelle la sensibilité avantageuse. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'une personne, on va prendre un enfant, c'est plus simple pour expliquer, un enfant très sensible, qu'on peut appeler aussi un enfant orchidée, qui grandit dans un environnement de stress, de violence, de misère, de racisme ou de déstabilisation, cet enfant-là va être plus souvent malade, plus longtemps malade, plus souvent blessé, moins bien accueilli dans la classe, par exemple, ou les groupes de son âge, devenir le bouc émissaire ou être harcelé, y avoir de moins bonnes relations sociales. À l'adolescence, il peut développer de l'anxiété, de la déprime, voire des tendances suicidaires. Ce même enfant, exactement le même enfant, qui va évoluer dans un environnement qui le soutient, qui le comprend, qui l'écoute, qui le respecte, un environnement bienveillant, qui lui fait des compliments, le félicite et l'accepte tel qu'il est, ce même enfant aura une meilleure santé, de meilleurs résultats à l'école, de meilleures relations sociales, il sera plus créatif, plus imaginatif et saura mieux profiter des bonnes choses de la vie. C'est pour ça qu'on parle de sensibilité avantageuse. Ce sont les 5 grandes caractéristiques de la sensibilité élevée. En dehors de ça, chacune et chacun de nous vivons notre sensibilité à notre façon, et même chacune de ces caractéristiques peut être vécue de façon très différente d'une personne à l'autre, qu'elle soit hautement sensible ou pas d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de rupture entre les personnes sensibles et les personnes très sensibles. Ce que je viens de dire pour les personnes très sensibles, c'est valable de façon moins nette pour les personnes sensibles. La seule chose, c'est que certaines personnes sont plus sensibles que la moyenne, et mieux on connaît la sensibilité, que sa sensibilité soit élevée ou pas, mieux on peut vivre, même si on vit dans une société qui, elle, n'est pas très favorable à la sensibilité. Ouais. Ce que je vois lorsque je vous entends, c'est un peu comme une palette de couleurs et on a un petit peu chacun sur sa couleur et la vie aussi fait qu'on change. C'est-à-dire qu'on peut être à un moment donné dans sa vie plutôt dans du jaune et à un autre moment par fatigue, par stress, Mm. par joie, opportunité ou pour un déplacement. Changer comme ça de palette. Est-ce que ça vous parle, cette métaphore-là? Ça me parle beaucoup.
parce que ça a été ma façon, moi ça fait 20 ans que je cherche la sensibilité élevée, ça a été pendant longtemps ma façon d'aborder la question en disant qu'effectivement, il y a des circonstances de la vie où on est plus sensible que d'autres. Il peut y avoir des phénomènes hormonaux, notamment chez les femmes avant les règles, ou au moment de la ménopause ou d'une grossesse, où il y a un bouleversement hormonal. Il peut y avoir des phénomènes euh, de changement de vie, ou lors d'un déménagement, d'un licenciement, d'un deuil, etc., on est beaucoup plus fragile que d'habitude, donc on se sent plus sensible. Et donc j'avais vraiment essayé d'appréhender la sensibilité élevée de cette façon-là, disant que ça pouvait toucher tout le monde à certains moments de notre vie, et j'y crois toujours. Néanmoins, il y a des études anglo-saxonnes, et notamment américaines, parce que les Américains aiment beaucoup les travaux sur la génétique, qui sembleraient prouver que 30, 35, peut-être 40% des personnes hautement sensibles auraient quelques gènes différents des autres, et que dès la naissance, elles seraient prédisposées à cette haute sensibilité. Ça n'enlève pas, alors c'est possible, hein, même si ce sont des études sur des petits échantillons, c'est possible, mais ça n'enlève pas que 60, 65 ou 70% du reste des personnes hautement sensibles le sont, soit dans des cas de figure comme celui dont vous venez de parler, et qui effectivement, en fonction des circonstances de la vie, peuvent exacerber notre sensibilité, soit ça peut être lié à des traumatismes plus ou moins graves qui ont été vécus dans l'enfance ou l'adolescence ou le jeune âge adulte, ou au contraire, des familles d'artistes, des familles très bien dans leur peau avec la sensibilité, qui vont stimuler depuis la naissance la sensibilité des enfants. Ça va faire des enfants ultra sensibles, plus sensibles que la moyenne, et qui vivent bien leur sensibilité. Magnifique, hein. Super, hein. Merci infiniment pour toutes ces précisions par rapport à l'hypersensibilité. Je venais vers vous parce que février qui dit février dit Saint-Valentin, donc dit relation. Et j'aimerais voir avec vous le sujet de être aimé, être capable de recevoir de l'amour. On parle beaucoup de être aimé, de comment accueillir l'autre, comment poser des limites, comment mieux communiquer. On parle un peu moins de cette capacité d'accepter d'être aimé. Vague sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est une génération, je vais plutôt parler de ma génération, on a du mal avec les relations, on a du mal à accueillir l'autre tel qu'il est, on a du mal à s'accueillir soi-même comme on est. Vous le dites très bien dans un de vos livres. Il n'y a jamais eu autant de moyens de communication et pourtant notre communication est extrêmement pauvre. On a du mal avec l'intimité également. Donc le sujet d'accepter d'être aimé pour moi est important parce que je ne peux pas rentrer dans une relation ou en tout cas je ne peux pas aller dans une intimité profonde si j'accueille pas cette simple idée que je mérite et que j'ai droit et que c'est normal qu'on m'aime comme je suis. Pas comme je crois qu'il faut que je sois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Oui, ben merci déjà pour cette belle question qui est très riche et très complexe. Et je vais essayer de ne pas oublier certaines des choses que vous avez dites. Alors, peut-être déjà euh, sur l'intimité, la question de l'intimité. C'est vrai que nous sommes, et peut-être encore plus les générations, moi je vais avoir 56 ans, donc je suis déjà âgé, mais les générations plus jeunes, euh, c'est encore plus net pour vous, nous sommes dans une société qui nous pousse vers l'extériorité. Se montrer, se faire voir, se faire entendre aussi, mais enfin c'est surtout se montrer, se faire voir, du fait des réseaux sociaux et peut-être aussi du fait d'une technologie qui est très axée sur le visuel. C'est probablement très bien, je ne critique pas ce qui existe, j'essaye simplement d'interroger les conséquences que ça a. Et dans les conséquences que ça a, le fait d'être poussé tout le temps vers l'extériorité, donc vers l'extraversion, même si on n'est pas soi-même extraverti, nous prive d'une habitude très saine et très favorable qui est l'habitude de l'intime. L'intime, c'est l'intériorité et c'est la capacité à partager avec une autre personne la, notre vie intérieure, nos ressentis réels, sincères, authentiques, profonds, même s'ils sont décontenançants, même si ils sont étranges, même s'ils ne sont pas conformes à ce qui circule dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc cette singularité de nos ressentis,
de pouvoir l'exprimer parce que moins je passe de temps avec moi-même, avec mon intériorité, mon intimité, moins je suis capable, moins je deviens capable de percevoir ce que je ressens et de l'exprimer. Donc, la première chose à faire peut-être par rapport à votre question, ce serait de se dire, est-ce que je me consacre suffisamment de temps chaque jour avec moi-même? C'est pas forcément de la méditation, c'est du temps seul avec soi-même, écouter les musiques qu'on aime, lire les livres qu'on aime, ou regarder les films qu'on aime, ou faire les promenades qu'on aime, ou aller voir les vitrines qu'on aime, peu importe. Cet amour de ce qui me plaît, avant même de parler d'amour de soi, j'y viendrai tout à l'heure, mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire avec moi-même? Parfois, ça va être la toilette, parce que c'est important, si c'est intime, la toilette, prendre du temps pour prendre soin de son corps. C'est déjà très intime, je trouve, et souvent on bâcle nos toilettes, parce qu'effectivement, on doit prendre les transports, aller travailler, aller à nos rendez-vous, etc. Mais le temps qu'on passe avec soi-même, pour la toilette ou pour plein d'autres choses, c'est un temps d'amour. Et pour l'instant, je ne dis pas encore d'amour de soi. Je dis c'est un temps d'amour parce que c'est important de développer l'amour à travers les choses qu'on aime, les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font plaisir. Et de là, je vais pouvoir partager certains de ces moments-là avec d'autres, ou en tout cas la qualité de ces moments-là avec d'autres. Ma meilleure amie, mon meilleur ami, une sœur, un frère, voilà, ou une copine, un copain occasionnel, peu importe, il y a des personnes qu'on voit peu, mais avec lesquelles on va pouvoir avoir une conversation de fond, ou faire une promenade qu'on aime faire, aller voir une boutique qu'on aime voir, sentir un parfum qu'on aime sentir. C'est important de revenir à la sensorialité aussi, parce que c'est le fondement de l'amour. On le retrouve dans l'amour amoureux et la sexualité. Qu'est-ce que vous appelez justement sensorialité? Je pense que c'est important de décrire ça, ce qu'il y a derrière ce mot-là. La sensorialité, c'est la relation que j'ai grâce à mes six sens. Il y a l'ouïe, ce que j'entends, il y a le toucher, ce que je touche et me touche, hein, donc ce que j'entends et qui est entendu, le toucher, ce que je touche et qui me touche. Par exemple, quand je porte un pull, je sens, enfin, je touche le pull me touche. Ou si j'ai les pieds nus sur un tapis ou sur un parquet, je touche le sol me touche. Il y a toujours cette relation déjà dans la sensorialité. Je goûte un plat, je sens une odeur en faisant la cuisine ou si quelqu'un fait la cuisine à côté de moi, je vois des couleurs ou des formes avant même de lire, parce qu'on est tellement habitué avec l'école et maintenant le gros travail qu'on fait sur Internet à lire tout le temps, mais nos yeux vont d'abord voir des couleurs et des formes et des mouvements. Euh, donc je sens, je l'ai dit, voilà, je sens des odeurs, je perçois des saveurs, et il y a ce sixième sens qui s'appelle la kinesthésie, qui est sentir l'équilibre du corps. C'est pour ça que le yoga, le qigong, ou tous les sports d'équilibre comme la danse, le ski, les rollers, etc., font tellement de bien. C'est que la kinesthésie nous permet de sentir l'équilibre du corps et le mouvement. Et bien dans chacun de ces sens, il y a du plaisir tout de suite, à moins de tomber sur une odeur particulièrement désagréable ou un tissu particulièrement rêche ou un bruit particulièrement fort. Mais le plus souvent, on est dans le plaisir grâce à la sensorialité. Et ça, c'est une nourriture qui a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la nourriture sensorielle, elle est aussi source de connaissance du monde qui m'entoure, et source de connaissance de moi, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce qui me fait du bien, de ce qui ne me fait pas du bien. Et ça, si je le cultive, ça me donne une force extraordinaire parce que je ne suis plus comme un aveugle qui tâtonne pour savoir où je vais par rapport à ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas dans la vie, mais je peux définir, ciseler, préciser ma personnalité. Et ça me rend beaucoup plus apte à la relation, à la communication dans la relation. Je vais pouvoir dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, et choisir des personnes en affinité avec ma sensorialité. Est-ce qu'il y a un je sors de la tête et de ce que je pense, de ce que je crois savoir? Alors, on est une génération magnifique parce qu'on met des modes d'emploi sur tout. Le mode d'emploi pour rencontrer quelqu'un, le mode d'emploi pour recréer une relation, le mode d'emploi pour ceci. Alors que le mot qui revient beaucoup depuis le début de notre conversation, c'est le mot singularité. Toute relation est Mm, particulière parce que mm, les membres sont particuliers. Il n'y a pas de mode d'emploi. On a chacun nos croyances, nos blessures, nos expériences,
nos valeurs, nos petites joies. Et on essaye tant bien que mal, par insécurité très souvent, de figer les choses et de mettre dans un mode d'emploi. Et donc là, la question, c'est est-ce que du coup, j'ai besoin de sortir de cette tête qui est très intelligente. On est une génération surinformée. Alors, c'est une chance et c'est en même temps une malchance quelque part parce que du coup, on est coupé du corps. C'est beaucoup ce que je vois dans les accompagnements et moi-même, hein, dans mon processus de développement, j'ai eu besoin de revenir dans ce corps. Et quand moi, je vais parler de mon expérience, mais quand moi, je suis revenue dans mon corps et j'ai encore besoin très régulièrement, parce que je vis à Paris, ça va vite, etc., etc., j'ai besoin très régulièrement de faire cet effort de revenir là. Quand on revient dans ce corps, il y a une intelligence qui malheureusement ne s'explique pas par des mots. Tiens, je sens que ça ouvre. Quand je suis avec cette personne, ça ouvre. Je sens que quand je suis avec cette personne, ça ferme. Je sens que, tiens, il y a une affinité, il y a quelque chose. Est-ce que c'est ça que vous essayez d'expliquer? Oui, exactement. C'est exactement ça que j'essaye d'expliquer. Merci de le préciser aussi nettement, avec des mots aussi clairs, parce qu'effectivement, nous avons tendance. Alors, je pense qu'il y a votre génération qui est extrêmement informée, extrêmement intelligente, et tant mieux, parce que j'ai des enfants qui ont entre 25 et 28 ans et qui font partie de ces générations surinformées, surintelligentes. Et je suis admiratif, vraiment, sincèrement admiratif de, de la belle jeunesse qui nous entoure. Et c'est important de le dire parce qu'on fait souvent des critiques de la jeunesse. En revanche, moi, je suis convaincu des immenses qualités que vous avez et de toutes les choses qu'on peut apprendre à votre contact. Néanmoins, comme on est dans la même culture, vous bénéficiez de cette intelligence et de cette information, mais en même temps, ça vous freine. Mm. Et c'est là qu'effectivement le retour au corps est important. Il ne s'agit pas de se priver de l'information, encore qu'on peut choisir ces informations ou faire des tris. Il ne s'agit surtout pas de se priver de l'intelligence, c'est un tel cadeau qu'elle nous est utile au jour le jour. Il s'agit simplement de retrouver un équilibre, une harmonie avec le corps, avec la sensorialité. Et effectivement, de revenir, de trouver comment soi, dans sa singularité, une singularité qui est aussi en mouvement, qui peut changer d'une période à l'autre ou d'une phase de la vie à l'autre, trouver comment soi, on peut revenir au corps. Qu'est-ce que je sens avec mes narines ou avec mes papilles? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens sur ma peau? Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça se refroidit? Est-ce que ça se réchauffe? Tout ça sont des indicateurs extrêmement importants dans la relation. Et surtout, à partir du moment où, le plus souvent dans la journée, on revient à son corps, à sa respiration, à ses ressentis, on va être dans une forme de vérité avec soi-même, avec les autres, mais aussi de simplicité, parce que dans les modes d'emploi, moi je pense que le mode d'emploi, ce n'est pas une bonne idée. Mm. C'est bien pour apprendre à utiliser euh, euh, une machine, encore que moi j'ai jamais utilisé de mode d'emploi pour la plupart de l'électroménager et des ordinateurs qui sont intuitifs et on apprend très vite à s'en servir sans mode d'emploi, mais certainement pas pour les humains, parce que c'est comme le portrait robot dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours faux. Le mode d'emploi est toujours incomplet, il est toujours limitant, il est toujours, il complique. Et si je suis en train de penser à ce que je dois dire ou ce que je dois faire ou ce que je dois attendre de l'autre, eh ben, je perds ma spontanéité. Donc le retour au corps permet aussi cet élan de vie qu'est la spontanéité. Mm. Donc il y a une forme de je retrouve mon intimité déjà. Les mots qui reviennent, c'est singularité, donc j'accepte d'être différente, j'accepte de ne pas ressentir la même chose que ma mère, que mon voisin, que mon partenaire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas loyale ou Mm, que je n'aime pas ou qu'il y mm, a un problème. C'est juste que nous sommes tous différents. Chaque être est bien différent. Donc il y a le mot singularité qui revient beaucoup. Il y a le mot mouvement aussi que vous avez mm, prononcé plusieurs mm, fois. J'ai une singularité qui aujourd'hui est une teinte plutôt violette claire, mais demain, allez mm, savoir pourquoi, ça va plutôt être vert. exactement. Et ça, souvent, les personnes n'aiment pas trop ça parce que signe d'incohérence, de j'ai pas confiance, de l'autre m'a menti, voire même trahi, de même moi, et qu'est-ce que j'aime, j'aime pas. Euh, Comment aussi accepter cette espèce de bipolarité, j'ai envie de dire, ou de changement? Oui.
Et ça aussi, c'est très important parce que c'est le mouvement de la vie, hein. Je reviens avec ce mot mouvement que j'aime beaucoup, parce que dans le mouvement de la vie, du point de vue psychique, la santé, c'est justement le changement. Or, quelque chose de mental nous a été imposé comme une idée de cohérence, de stabilité, d'immobilité, de non-changement, où nous devrions avoir des identités fixes du début à la fin de la vie. Eh bien, ça, c'est un mythe qui est dévastateur parce que dans la réalité, nous sommes tout le temps en train de changer. La vie est impermanente et au contraire, plus je suis souple et flexible dans la capacité que j'ai à passer d'une couleur à l'autre, j'aime beaucoup vos jeux de couleurs, plus je sais que c'est toujours moi, que mon identité est sans cesse en mouvement, en transformation, dans des nuances, une palette infinie qui va bien plus loin que les 50 nuances de gris. On a des 500 000 nuances de chaque couleur dans chaque dimension de nos vies, intime ou extime. Et que quand on accepte ça, on est finalement dans une très grande capacité d'ajustement à l'instant, d'instant en instant, de personne en personne, de situation en situation. Et justement, c'est là que la spontanéité est importante. On sait aujourd'hui que quand on conduit, quand on marche, quand on fait du sport, quand on parle, il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon inconsciente. Mm. Et dans les situations les plus difficiles, on est surpris de voir qu'on a répondu de la bonne chose alors qu'on ne l'avait pas du tout préparé, qu'on a évité un obstacle en voiture alors qu'on n'avait pas vu, qu'on est capable de faire beaucoup de choses parce que le corps a une sagesse et notre inconscient aussi. Et si on lâche la bride du contrôle, vous parliez de derrière le mur coule une rivière, d'Estelle qui veut tout contrôler comme chacune et chacun d'entre nous, hein, plus ou moins. Si on lâche la bride, au début ça fait bizarre. Et puis après, on se dit, waouh, c'est génial parce que je change, je ne suis pas le même, je vais d'une couleur à l'autre. Et finalement, ça nous ouvre aussi à des personnes différentes que nous n'aurions peut-être jamais rencontrées si nous n'acceptons pas nous-mêmes d'être dans l'impermanent. Mm. Donc ça vient toucher l'incertitude, ça vient toucher le temporaire, tout est temporaire. La personne que j'ai en face de moi va changer et je pense que c'est souvent le nœud dans les relations. Je veux ou j'ai besoin que l'autre soit figé. Voilà, j'ai besoin que cette promesse que tu m'as faite il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans, ben, elle soit figée. Le problème, c'est que rien n'est figé, donc tout est Voilà. impermanent, moi, l'autre en face. Donc je me fais mal en n'acceptant pas cette réalité et je fais mal à l'autre en n'acceptant pas la réalité. Et bien évidemment, ben, la relation, tout cela va déteindre sur la relation. Oui, et c'est très important ce que vous dites parce que nous avons aussi, je disais qu'hypersensibilité, c'est vraiment pas le mot employé, qu'il vaut mieux dire ultra sensible, hautement sensible ou très sensible, ça suffit. Eh bien, c'est pareil avec la sécurité. On a un problème de traduction de la littérature du développement personnel ou de la psychologie américaine. Les Américains emploient safe, I feel safe, je me sens à l'aise, je me sens bien. On l'a traduit par sécurité. Et même, ça je l'ai appris récemment, la traduction de secure, quand les Américains le disent, c'est j'ai confiance. Et vous voyez comme nous, francophones ou peut-être simplement français, quand nous avons tout le temps traduit ça par sécurité, martelé qu'on avait besoin de sécurité, finalement, on a figé les choses. Mm. Là où pour un anglo-saxon, dire I am safe ou I feel safe, ben, c'est quelque chose de très mouvant, je me sens bien, je me sens à l'aise, tout va bien. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'impermanence, dans l'accueil du mouvement de la vie, que notre mot à nous, sécurité, qui fait quand même penser beaucoup à la sécurité dans les rues ou à la police, etc. Ce qui fait que quand on veut absolument que l'autre reste qu'il est ou que je reste qui je suis, finalement, on devient un peu mort. Mm. La vie est mouvement, le vivant est tout le temps dans l'ajustement, comme l'eau qui coule, hein, c'est plus la même eau. Mm. Vous restez au même endroit, mais l'eau qui passe, c'est plus la même eau. Ben, c'est pareil pour notre vie psychique. À partir du moment où j'accepte, et ça peut prendre des années de thérapie ou des années de coaching, enfin peu importe le temps, je veux dire, c'est pas, là je le dis comme si c'était facile, moi ça m'a pris beaucoup d'années pour le comprendre et le mettre en œuvre, mais à partir du moment où j'accepte de complètement lâcher et de me dire, je n'ai pas besoin de sécurité, je n'ai pas besoin que l'autre reste qui il est ou que je reste qui je suis, ça développe cette intelligence sensible, cette intelligence de la relation et de la situation, qui fait que maintenant, je ne suis pas plus perdu par les surprises ou par les imprévus ou par les étrangetés de mon quotidien,
que par ce qui est habituel, puisque je me suis habitué, une autre habitude, mais celle-là, il me semble saine, je me suis préparé, je me suis mis en disposition, en disponibilité pour pouvoir vivre cette impermanence Hmm. de moi-même et de l'autre. Vous faites bien de dire que vous avez eu besoin de plusieurs années. Moi, je le dis très humblement, je suis sur le chemin. Voilà, j'étais quelqu'un de très fermé, j'étais quelqu'un de très rigide, très en colère. J'avais du mal à m'exprimer. Moi, les émotions, je mettais tout ça dans la cocotte jusqu'à temps que ça pète. Mes mécanismes à moi, c'était la fuite ou l'attaque. Voilà, c'était très clairement ça. Je figeais, je fuyais, ou je figeais, et quand ça allait trop, j'attaquais. Euh, et il faut du temps. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Il faut du temps et il faut un accompagnement. On ne peut pas, enfin, croyance très personnelle, que vous allez me dire vous ce que vous croyez, hein, derrière tout ça. On ne peut pas sortir de ces mécanismes seuls. Il y a aussi dans ma génération, je le vois beaucoup, cette espèce d'attachement à l'indépendance qui est très bien, mais quand c'est trop, Mm. quelque part, on est encore dans un déséquilibre en fait. Et quand c'est trop, en fait, je suis perdue avec mes propres mécanismes, avec mon propre ego, où j'ai l'impression d'aller mieux, mais en fait, je vais juste d'un extrême à un autre constamment et je n'arrive pas à trouver cet équilibre. Donc, je pense que c'est beau d'être assez humble, de dire, ben, voilà, moi j'ai eu besoin de tout ce temps-là et je suis encore sur ce chemin-là, plutôt que d'essayer de faire miroiter le Mm. acheter mon programme et tout ira bien, comme moi ça va bien dans ma vie, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière en fait. Exactement. Mm. Oui, c'est très juste. Moi, je suis encore en thérapie hein, pour justement décomplexer chacune et chacun, parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie d'améliorer en moi-même et dans ma vie ou dans ma façon d'être en relation avec les autres, et dans le désir que j'ai d'être plus généreux avec les autres et d'être moins centré sur moi. Ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, comme vous, j'étais quelqu'un de très rigide, très fermé. Enfin, je pense que dans votre description, je me suis retrouvé beaucoup, beaucoup, et que ça a pris des années pour que ça change et que j'ai encore besoin de faire changer certaines choses. Et que je crois que c'est une chance, c'est une joie de se rendre compte que finalement, on est malléable et de plus en plus d'ailleurs, et que ce chemin, il est agréable pour soi, pour les autres, dans notre relation avec autrui. Donc prenons le temps, et cette humilité, finalement, elle est le signe qu'on est dans la confiance. Parce que pendant longtemps, j'avais pas confiance en moi, et ben, j'étais arrogant, ou j'étais dur, ou j'étais fermé, ou j'étais péremptoire, ou je croyais savoir, enfin voilà. Alors qu'à partir du moment où on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas meilleur que les autres, qu'on est en chemin aussi, finalement, on est beaucoup plus détendu et c'est plus agréable. Et ça facilite les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Mm. Et justement, j'aimerais revenir sur la vulnérabilité. Euh, Moi, plus j'ai confiance, entre guillemets, au processus, c'est-à-dire que tout ce travail m'a permis d'avoir confiance en la vie, l'univers, l'inconscient, enfin, on met le mot qu'on veut derrière tout ça, le Mm. corps. Et en fait, cette confiance fait que je sais que je peux être vulnérable. Mm. Il y a quelque chose de profond derrière cette vulnérabilité enfin, moi en tout cas, je n'arrive pas à mettre de mots derrière ça. Mm. Euh, et ça n'empêche rien à la force qu'on peut avoir, hein. Bien au contraire, en fait. Et oui, et oui, et ça c'est vraiment, c'est fondamental. C'est essentiel de s'en rendre compte. Et et en même temps, je trouve que c'est formidable. Parce que, alors, je sais qu'il y a des personnes qui font différence entre vulnérabilité et fragilité. Elles ont, c'est pas le même mot, elles ont pas la même origine sémantique. Bon, pour moi, c'est assez proche tout de même. Si je me sens fragile, je peux, au bout d'un moment, euh, prendre conscience de ma vulnérabilité d'être humain. Voilà, peut-être que aujourd'hui, je vais faire cette petite différence-là. Mes fragilités sont liées au traumatisme, aux expériences de vie difficiles que j'ai vécues. Et ma vulnérabilité, ben, c'est ma vulnérabilité d'être humain, c'est-à-dire que je suis mortel, je peux tomber malade, je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas omniscient. Et comme je le disais tout à l'heure, je chemine pour essayer de m'améliorer, de vivre mieux. Donc ça, c'est ma vulnérabilité fondamentale. Et là où vous avez raison, c'est que plus j'accepte, et quand je dis je, c'est vraiment moi dans mon chemin de vie, plus j'accepte ma vulnérabilité d'être humain, aussi mes fragilités dans mon histoire, moins
je suis dans le fantasme ou l'illusion de fausses forces, de croire que je peux ou je suis comme ci, comme ça. Plus je suis dans la connaissance de mes limites, et de limites qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Si je suis en forme, j'ai moins de limites. Si je suis fatigué, j'ai plus de limites. Voilà, si on m'a dit quelque chose de désagréable, ça peut réactiver certaines limites ou fragilités, etc., etc. Et que cette conscience continue de ma vulnérabilité, maintenant, je ne l'oublie plus. Avant, c'était quand j'allais pas très bien que je me rendais compte que j'étais vulnérable. Maintenant, au jour le jour, je sens que je suis vulnérable et en même temps, je sens que je suis puissant. Que cette force dont vous parlez, elle est là, liée à la vulnérabilité. C'est-à-dire que cette puissance, elle vient de la conscience que j'ai de mes ressources, de ce que je peux faire réellement et aussi de ce que je ne peux pas faire parce que je suis limité. Et est-ce qu'on peut justement aller vers une relation de manière saine sans accueillir cette vulnérabilité? La sienne et celle de l'autre en face également. Alors, la relation est un mystère et je vais parler des relations affectives très investies comme l'amitié et l'amour. Il y a au début de la relation, et c'est un début qui peut durer longtemps, ça dépend des relations, il y a au début de la relation quelque chose d'assez magique qui fait qu'on n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe. Ça va vite, ça va fort, c'est en profondeur, on se laisse porter par le courant ou par la vague. Et je pense qu'on est très légèrement conscient des vulnérabilités de l'autre, de la sienne, et qu'on les accepte à ce moment-là parce qu'on est porté par cette puissance de l'amitié ou de l'amour. Sauf si dès le début, dans les récits qu'on fait de sa vie, on va parler d'un traumatisme ou d'une expérience difficile, d'une épreuve, etc., où là, on est dans la conscience de la vulnérabilité de l'autre ou de la sienne. Mais on peut aussi avoir des amitiés ou des amours qui commencent extrêmement fort, et comme elles commencent extrêmement fort dans l'ouverture du cœur, on est complètement branché sur l'autre en entier, donc aussi, non seulement sur sa puissance ou ses puissances, mais aussi sur sa vulnérabilité, ses fragilités. Ça devient plus compliqué quand la magie des commencements commence à s'atténuer et qu'on est face aux défauts de l'autre ou à ses propres défauts, à des malentendus, à des interprétations, à des manques, où euh, on attendait quelque chose qui n'arrive pas, etc. Où là, il y a deux options. Soit on a fait ce chemin d'acceptation de soi et de sa vulnérabilité, et on va, même si c'est désagréable, plus ou moins bien le vivre, l'accepter et tricoter quelque chose de nos vulnérabilités en même temps que de toutes nos qualités, nos ressources, etc. Soit c'est le moment où ça va se fermer, parce qu'on a peur de notre propre vulnérabilité. Si j'ai peur des fragilités et de la vulnérabilité de l'autre, c'est que j'ai peur de mes propres fragilités et de ma propre vulnérabilité. Parce que dans ces moments-là, l'autre devient un miroir. Et là, on va fermer et la relation va s'appauvrir, on va rester à des choses plus conventionnelles, plus superficielles, etc. Et je crois que dans la relation amicale et amoureuse, puisque pour moi elles sont très très proches, la différence c'est la sexualité, du point de vue du cœur et des sentiments, ça peut être très fort en amitié aussi, et tant mieux d'ailleurs. Je crois que dans ces moments-là où la magie disparaît un peu, c'est important de garder le cœur ouvert, même si la réalité est moins rose, même si c'est difficile, et de se dire, bon, j'ai confiance. J'ai confiance dans ce que je suis capable de faire, justement dans cette capacité d'ajustement. On verra bien, on discutera, on va trouver des solutions, on va trouver comment cheminer ensemble. Donc il y a un... Je suis assez présent dans le moment présent pour ne pas être dans ma tête à projeter demain ce qui pourrait se passer de négatif, mais à être là, dans cette vulnérabilité, dans mes fragilités, tout en me disant, même si j'ai pas conscience de tout en face, mais tout en me disant en face, la personne, elle a aussi sa vulnérabilité, elle a aussi sa fragilité. Et dans le moment présent, rester connecté à on avance ensemble et on tricote ensemble. Mais pas je suis dans le futur et autres. Oui, oui, tout ça c'est très très juste. Simplement, je vais apporter une petite nuance, c'est que pour beaucoup de personnes occidentales, les Asiatiques, les Orientaux sont très différents de nous. Pour beaucoup de personnes occidentales, le moment présent, ça reste abstrait, ça reste mental. Donc, je préférerais dire, je suis présent à moi-même dans mon corps. Ouais. Parce que Donc, si je suis présent à moi-même dans mon corps, je suis dans le présent. Alors qu'il y a des personnes qui sont dans le discours du moment présent sans être capables d'être dans leur corps et qui finalement ne sont pas dans le présent. Donc, ouais.
voilà, c'est la petite nuance que je veux apporter parce que concrètement, plus, c'est plus concret, enfin, oui, c'est plus impliquant, engageant d'être dans son corps. Et la deuxième nuance, c'est que dans une relation amicale ou amoureuse, on peut avoir des projets qui sont féconds, Mm. qui sont justes et qui sont sains parce qu'on les fait ensemble et qu'on imagine tel voyage ou telle sortie au restaurant, au cinéma, au théâtre, ou telle promenade, etc., ou telle visite à des amis. Et là, c'est la dynamique de la relation qui vit le projet dans le corps, c'est-à-dire dans l'instant. Mm. Là où vous avez raison, c'est l'anticipation problématique, soucieuse, le doute, etc., qui va venir m'empoisonner dans la relation avec cette personne. Et puis j'ai constaté autre chose. Nous sommes aussi dans des cultures de la critique du reproche, du jugement, et que ça, dans un chemin thérapeutique, on apprend à se libérer de la critique, du reproche et du jugement. Et dans une relation, ça aide parce que si je ne dis pas des choses désagréables à l'autre, la relation reste ouverte, le champ de la relation reste ouvert. Et ça, même si on n'est pas d'accord, même si c'est un moment de flottement, même si l'un et l'autre évoluent pas forcément comme on aurait voulu, ou Mm. la relation n'évolue pas forcément comme on aurait voulu, le fait de ne pas être dans le jugement, le reproche, la critique, mais simplement dans l'observation, et je dis ce qui se passe pour moi sans présupposer ce qui se passe pour l'autre, ça va permettre de garder cette ouverture. Sinon, l'autre se braque, Mm. va se mettre à nous faire des critiques, des reproches, des jugements, va nous proférer des jugements. Et là, ça va être dureté contre dureté. On n'est plus dans ce tricotage dont on parlait tout à l'heure, dans cette possibilité de cheminer ensemble. Mm. C'est beau ce que vous dites par rapport au jugement. Comme on a une image, j'essaye vraiment d'apporter un truc un peu clair pour que derrière vous puissiez aussi donner votre point de vue. Mais comme on a une image de comment l'amour devrait être ou comment la personne devrait être si elle m'aimait, comme je ne suis pas dans cette sensation du corps, et vous faites bien de le préciser, donc il y a la sensation du corps, je ne suis pas là, mais je suis dans une interprétation où je me dis que je suis dans le moment présent, mais je suis juste en train de me raconter des histoires, entre guillemets. Il y a le jugement qui crée plus de conflits, entre guillemets, plus de tensions, moins d'acceptation de soi, moins d'acceptation de l'autre, moins d'amour. En fait, j'en reviens à comment accepter d'être aimé, mais je ne suis pas forcément aimée comme je l'interprète dans mon esprit. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce Si, que je veux dire. si, c'est très clair, c'est très clair. Je fais des signes de la tête parce que je suis d'accord. C'est très clair. Et ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est que nous sommes nourris culturellement par les histoires d'amour, des romances, des comédies romantiques, des romans, des films, etc., euh, qui peuvent être de très, très beaux films, de très beaux romans, mais néanmoins, ça reste des films et des romans. C'est-à-dire que c'est important dans la réalité de nos relations amoureuses de ne pas chercher à imiter ou ressembler à des choses qu'on aime dans le domaine artistique ou culturel. On peut être ébahi par telle histoire, qu'elle finisse bien ou mal, ça dépend des goûts ou des périodes de la vie, mais pour autant, ça reste un film, ça reste un roman, ça reste une histoire fictive. Dans la réalité, c'est important de se dire c'est différent. Et ce que je vais vivre est différent. Et pour aller plus loin, je- ma relation d'amour actuelle ne ressemble pas à mes relations d'amour précédentes, et encore moins aux relations d'amour de mes parents, ou de mes copines et mes copains, ou de je ne sais trop qui. C'est-à-dire que si je suis dans la comparaison avec d'autres façons d'aimer, je me trompe et je suis dans la frustration parce que c'est ça aussi être dans le présent, c'est accepter la singularité de la relation amoureuse que je suis en train de vivre. Elle est spécifique, elle est unique, c'est celle-là que je suis en train de vivre. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que je voulais vous partager de façon personnelle, c'est que j'ai eu pendant 7 ans une très belle relation d'amour avec un homme qui ne savait pas dire je t'aime Mm. et qui était en psychanalyse par ailleurs et qui a appris simplement à me dire je me sens bien avec toi, Mm. je suis bien avec toi. Et que moi, dans mes croyances et mes attentes et mes crispations d'ego, je voulais au début qu'il me dise je t'aime. Mm. Et progressivement, je me suis ouvert à Mm. sa capacité à lui à dire je suis bien avec toi ou je me sens bien avec toi, suivant les moments, et c'était rare, et je les accueillais avec beaucoup de joie.
Et il m'avait aussi expliqué que quand il faisait quelque chose dans la maison, notamment quand je partais en voyage et que je revenais et qu'il avait nettoyé la maison, c'était une façon de me dire je t'aime. Et que ça a été une très, très grande leçon d'amour et de vie et d'humanité pour moi, de me dire, mais oui, il n'y a pas qu'un seul schéma amoureux. Et que moi, j'étais dans le mien, en plus, qui était un schéma fantasmatique, et je ne le laissais pas, lui, exprimer sa façon d'être à mes côtés et d'être amoureux et de le vivre comme lui pouvait le vivre. Donc, je pense que, puisque je suis singulier, l'autre l'est aussi. Et que se laisser aimer, c'est se laisser aimer comme l'autre peut nous aimer. Je crois que c'est ça le plus dur, hein. C'est se laisser aimer comme l'autre peut nous aimer. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué chez les personnes que j'accompagne. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. Et ensuite, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter ça. Il y a tout un gap entre comprendre et l'accepter et Mm, l'intégrer. Mais l'autre, et je pense que revenir vers les sensations corporelles, encore une fois, le corps indique. mm, L'autre peut être maladroit, il peut ne pas dire les choses, il peut même être fuyant par moment, mais dans la sensation du corps, dans la connexion mm, du corps, et là on revient vraiment à cette sensibilité, mm, on le sait, mm. on le sait. Je pense que vous pouvez le confirmer, mais à ce moment-là, on arrive vers quelque chose où les mots apportent une confirmation, les mots font du bien à l'âme, font du bien à l'esprit, font du bien au Mm, cœur. Et en même temps, il y a un truc plus profond à l'intérieur qui, mm, encore une fois, ne s'explique pas. Et si je monte dans la tête, oui, je vais saboter la relation parce que je vais avoir entendu que il faut qu'il se comporte comme ci ou que je dois me comporter comme ça. Et en fait, ça gâche quelque part le lien et la singularité mm, du lien. C'est un petit peu comme, c'est ce que font les parents, certains parents avec leurs enfants. L'enfant oui, arrive et on veut qu'il ressemble à. Et en fait, la relation de couple, c'est un peu comme un bébé. mm, Est-ce qu'on accepte sa singularité et du coup, mm, ça va donner quelque chose. Et vous avez bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de comparatif. mm. Comment on fait dans cette société où on a appris à tout comparer avec cette notion de il n'y a pas de comparatif? Et en Et plus de ça, souvent, on a peur du jugement. Donc, il n'y a pas de comparatif, j'ai peur du jugement. Est-ce que vous avez un petit peu des tips ou quelque chose pour apaiser la peur, l'incertitude qui se passe dans ces moments-là? c'est compliqué parce que nous sommes conditionnés. Mm. Nous sommes conditionnés justement par la compulsion à comparer et qui s'est renforcée effectivement avec le marketing de ces 20 dernières années, qui est un marketing de la comparaison. Ce que je peux simplement dire, c'est revenons déjà à nos ressentis. Ça s'ouvre, ça se ferme, c'est chaud, c'est froid, c'est tendu, c'est détendu. Je me sens à l'aise, je me sens mal à l'aise, qui sont des indicateurs très simples et très fiables de ce qui est bon et juste pour nous ou de ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est important aussi de vivre des moments de silence mental et chacune et chacun de nous trouve sa façon de le faire. On a trop parlé de méditation. Moi, je médite tous les jours, donc ce n'est pas parce que je ne médite pas que je le dis. C'est en écoutant mes patientes et mes patients, et mes amis autour de moi ou mes enfants, que je me suis rendu compte qu'on a trop parlé de méditation et comme si c'était la seule façon de faire taire le mental ou en tout cas de l'apaiser. Il y en a qui font du sport et ça marche très bien. Et ça peut être des sports très intenses ou des sports très doux. Chacun, ou encore une fois, chacune et chacun trouve ce qui lui correspond le mieux. Ça peut être d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, ça peut être d'être avec ses amis, de jouer aux cartes, de faire ce qu'on veut, Mm. mais de trouver les moments où on va pouvoir, comme dit l'expression populaire, se vider la tête. Mm. Parce que une fois que la tête est vidée, même si ça dure pas très longtemps, à ce moment-là ou juste après, nos sensations, nos intuitions sont complètement justes et elles nous permettent de choisir ce qui est le mieux pour nous Mm. sans avoir besoin du tout de faire de comparaison ou de s'appuyer sur des critères. Mm. Donc moi, c'est un peu ce que je conseillerais, c'est ce retour à la simplicité extrême de ces moments où on n'est plus dans la pensée, même quand on cuisine ou qu'on jardine d'ailleurs, ou qu'on fait quelque chose de manuel, il y a des moments où, pof, ça y est, ça lâche. Et là, on va sentir ou sous la douche, on va sentir la réponse émerger de notre profondeur, de nos profondeurs, et ça n'est pas mental, on sent bien que c'est une évidence. Mm. Cultivons les évidences. Mm.
Est-ce que c'est un peu la recherche du flow, ce qu'on appelle le flow, un petit peu vulgairement? Oui, Ouais, oui, c'est complètement lié. ouais. Et c'est vrai que moi, je connais des personnes qui, elles trouvent cet état méditatif euh, en faisant du piano, Mm, d'autres en cuisinant, mm, d'autres en allant marcher. Moi, je sais qu'en mm, allant marcher, mm, justement, mon chien marche beaucoup. mm, Et il y a un truc où mm, il y a une intuition, une voix, il y a quelque chose qui est là, mm, oui, qui donne des indices, entre mm, guillemets. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est notez-les. Parce mm, que mm, après, la tête revient et on peut soit l'oublier, soit le mettre de mm, côté, soit se dire non, c'est du délire ou mm. autre. Euh, du coup, comment accepter que l'autre, dans sa bancalité, nous aime? J'ai deux questions. Comment accepter que l'autre, qui est un petit peu étrange, ou en tout cas qui a une manière d'aimer qui est différente de la mienne, puisse réellement m'aimer? Ça, c'est la première question. Je vais vous envahir de questions là. Accrochez-vous bien. Et la deuxième question, c'est comment, alors que dans ma famille, on ne m'a pas forcément accepté comme je suis, on ne m'a pas forcément aimé comme je suis, ou on m'a mis un rôle pour combler un manque, comment moi maintenant en tant qu'adulte, je peux accepter qu'on m'aime sans forcément avoir besoin de répondre à nouveau à des attentes ou sans forcément me sentir dévalorisée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont appris ce lien d'amour un peu pervers, entre guillemets. Je vais commencer par votre deuxième question parce qu'à à mon avis, elle précède dans la réalité la possibilité de vivre la réponse à votre première question. C'est vrai que nous sommes toutes et tous, chacune, chacun, profondément, durablement, intrinsèquement marqués par la façon dont nous avons été accueillis par nos parents, surtout nos parents, mais aussi notre famille restreinte et notre famille élargie. Ça nous a marqué dans notre identité où on a cru certaines choses nous concernant qui sont des déductions que nous avons faites des relations que nos parents ont entretenues et les autres, mais principalement nos parents ont entretenues avec nous, ou de choses qu'ils nous ont dites et que nous avons cru vraies. Bien souvent, c'est resté dans l'inconscient, sauf si ça a été répété souvent et quand on était grand encore, alors à ce moment-là, on s'en souvient. Et c'est vrai que nous avons besoin de nous déconditionner, de nous départir, de désintriquer ces conditionnements de nos fibres profondes, des fibres profondes de notre être, parce que tant que nous ne l'avons pas fait, nous allons à l'aveugle répéter dans nos relations affectives et surtout nos relations amoureuses la place et le rôle et la fonction, la place, Mhm. le ou les rôles et la fonction que nous avions dans notre famille. Mhm. Et c'est tout le monde, hein. Mhm. Et ça embrume et embrouille nos relations amoureuses. Parfois nos relations amicales, mais nos relations amoureuses, c'est sûr. Donc c'est là que quand vous disiez c'est nécessaire d'aller consulter quelqu'un, d'être accompagné par quelqu'un, je suis complètement d'accord parce que on a beau lire les meilleurs livres de psychologie ou de développement personnel ou de spiritualité, euh, ça ne va pas changer. On peut prendre conscience de certaines choses, mais ce détricotage, ce désintricage, on a besoin de le faire avec quelqu'un qui va nous aider progressivement à faire la part des choses entre ce qui est vraiment moi et ce qui m'a été imposé dans toutes ces expériences de vie et ces discours que j'ai entendus. Mhm. Sinon, je vais continuer à remettre ça en jeu dans mes relations, même si effectivement les échecs relationnels, souvent, les échecs amoureux ou les disputes, les moments de trouble dans la relation vont nous faire prendre conscience d'un de ces aspects de la programmation, du conditionnement qui nous est défavorable. Mhm. Euh, j'ai quelque chose qui me vient, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on vit des échecs à répétition, il y a un moment où on se dit stop, on est entre guillemets gavé, Mm. tellement gavé, Mm. un changement qui se fait là-haut. Je veux plus de ça, je ne peux plus de ça. Stop. Donc naturellement, l'inconscient, mais les parties de nous vont vers quelque chose d'autre.
Je pense que déjà, numéro un, c'est important de le préciser, de le repréciser. Toutes les parties de nous veulent notre bonheur. Il y en Mm. a pas un qui veut nous tuer, nous faire mal ou quoi. Il y a pas de... En fait, il y a juste des parties de nous qui ont appris des Mm. mécanismes, qui ont appris un certain comportement, mais elles veulent toutes notre bonheur. Et quand toutes les parties de nous comprennent que là, c'est trop, il y a un changement de direction qui se fait naturellement. Et c'est là où si on monte dans la tête, on peut saboter ce changement de direction. Mm. Mm. C'est là où le coaching, on va toujours vers l'avant, toujours, on contrôle, c'est bien et en même temps, ça peut un peu perturber ce mécanisme qui est naturel en fait. Oui, voilà. Je pense que les meilleurs thérapeutes et coachs sont celles et ceux qui, dans leur accompagnement, accueillent la sagesse de l'inconscient ou la sagesse du corps ou la sagesse de la vie ou les trois à la fois. Ils ne proposent pas d'être uniquement dans le contrôle ou dans le programme ou dans l'application d'exercices ou dans le forçage d'obtenir des résultats par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire de composer habilement, élégamment avec ce qui se passe naturellement chez un être humain en étant suffisamment attentif et attentif au moment où justement où ce que vous décrivez de tellement juste et de tellement vrai est en train de se passer pour le favoriser ou tout simplement le laisser advenir et non pas l'empêcher par une nouvelle proposition de contrôle ou d'objectif ou de choses à faire qui retarderait Hmm. euh, l'accomplissement de cette sagesse profonde. Hmm. Donc du coup, j'ai une question derrière ça. Si tout d'un coup, je coupe cet élan, on voit beaucoup de personnes couper cet élan. Je suis déçue, donc je coupe tout. Et je m'enferme dans ma bulle, je sors plus, je ne fréquente plus personne, j'appelle pas forcément mes amis, ou je garde juste un lien avec des personnes que je connais depuis très longtemps, ou la famille. Est-ce que c'est aussi un comportement qui empêche, entre guillemets, la vie de se rééquilibrer? Qu'est-ce que vous Oui, conseillez aux personnes justement qui s'enferment par surprotection? oui. Euh, Ce qui va se passer, ce qui se passe chaque fois qu'une personne s'enferme par surprotection, c'est qu'au début, elle dit ouf, elle se sent soulagée, c'est bien pour elle parce qu'effectivement, c'était trop fort. Et comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les parties de notre personne veulent notre bien, veulent notre bonheur, veulent notre épanouissement et notre évolution. Donc au début, elle va dire super, j'ai réussi. Et peut-être ce sera une grande victoire d'ailleurs, de ne pas continuer toujours le même type d'histoire foireuse ou en tout cas éprouvante et douloureuse. Et puis, il va y avoir un moment où la vie va taper à la porte en disant, oh là, c'était bien pour un moment parce que tu t'es reposé, tu t'es retrouvé, mais là, il va falloir que tu revives plus ou que tu ressortes ou que tu réouvres ton cœur et que tu te mettes à aimer. Et parfois, on a aussi la surprise après un moment comme ça où on va tomber amoureuse ou amoureux alors qu'on n'avait pas du tout prévu, qu'on ne le voulait pas, qu'on s'est inscrit sur aucun site, qu'on n'a pas voulu forcément que des amis nous présentent quelqu'un. Ça vient parce que c'est le bon moment intérieurement, même si intellectuellement on pensait qu'on avait encore besoin de se protéger. Donc c'est d'accueillir ce que la vie nous propose ou ce que nous proposons nous-mêmes à travers ce qui se passe dans notre existence comme bon pour nous, même si ça change par rapport aux objectifs ou au programme qu'on s'était fixé. C'est Hmm. là aussi que la souplesse est importante, c'est que de se dire ce que j'ai pensé être bon pour moi ne l'est qu'un moment, ne n'est que pour un passage, une transition. Et que quand ce sera fini, eh bien, il va se passer quelque chose qui va me montrer que je peux passer à une autre étape. Ou alors, si malheureusement on s'enferme, on s'enlise, on s'obstine, à ce moment-là, c'est le corps qui va parler. On va avoir des colères inexpliquées, on va mal digérer, mal dormir, ou on va développer une maladie dégénérative ou pire, enfin, ou un cancer ou quelque chose, parce que la vie vient taper fort, fort, fort pour qu'on se rende compte que ce qu'on fait n'est pas bon pour nous, Hmm. jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on mette en place une autre façon de vivre. Hmm. Donc, en gros, il y a une confiance complètement folle en la vie. Oui, Et j'utilise le mot folle parce que des fois, ça n'a ni queue ni tête. C'est pas cohérent du tout. Euh,
Et je pense que c'est ça le plus dur. L'acceptation en fait, enfin, j'aime bien cet équilibre entre le contrôle, enfin, la maîtrise plutôt que le Mm, contrôle, la mm, maîtrise et le total lâcher prise. Et comment je danse là-dessus. Moi, mm, ma première formation que j'ai faite, qui était une formation de coaching holistique, systémique, le mot qui venait beaucoup, c'était la danse. oui. Comment je danse avec ça? Et est-ce que je suis à l'écoute de tout ça ou est-ce que je suis complètement fermée avec des œillères? Et si je suis fermée avec des œillères, je vais me faire bousculer en fait. Mm. Oui, j'aime beaucoup la danse, en réalité, mais aussi beaucoup la danse relationnelle, la danse psychique, la danse avec nous-mêmes ou avec la vie, parce que c'est ça, c'est vraiment ça, à partir du moment où on est dans qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans telle situation, ou qu'est-ce que je lâche et que je laisse venir, ou comment je me laisse porter, c'est vraiment une danse qui demande à tout instant une capacité d'ajustement, une capacité de réactivité très fine, qui nous permet, comme dans tout sport ou dans toute pratique artistique, de devenir de plus en plus habile dans cette danse avec la vie. Hmm. Comment être plus habile? Est-ce que vous avez comme ça des recommandations? Qu'est-ce qui vous vient par rapport à ça? Comment être plus habile dans cette danse avec la vie? Euh, Moi, je dirais se laisser enseigner par les autres et les situations, c'est-à-dire, et je le dis d'autant plus facilement que c'est une attitude que je n'ai pas eue pendant longtemps et que j'ai développée récemment. C'est-à-dire, plutôt que de croire savoir ou de croire avoir raison, même si c'est inconscient, hein, qu'on ne se dit pas comme ça, je sais, j'ai raison, hein, c'est de se dire dans toute situation ou avec toute personne que je rencontre, je vais apprendre quelque chose Hmm. sur la vie, sur cette personne, sur cette situation ou sur moi, ou sur plusieurs facteurs de ce que je suis en train de vivre. Et que même si c'est très ténu, même si c'est juste une simple confirmation, j'apprends. Et que cette attitude de réception, c'est comme se laisser aimer, hein, c'est la question de votre question du début, se laisser aimer par l'autre, se laisser aimer par la vie, se laisser aimer par soi-même, plutôt encore une fois que s'aimer soi-même. C'est Hmm. bien de s'aimer soi-même, hein, attention, on peut même se dire je t'aime et se faire des cadeaux. Mais si je me laisse aimer par la vie, si je me laisse aimer par moi-même, si je suis dans cette dimension de l'accueil, parce que comme aussi on est dans une société très viriliste encore, hein, merci aux femmes, merci au féminisme, parce qu'on a énormément évolué, mais je crois qu'on est un peu à mi-parcours, on a encore besoin de beaucoup évoluer. Donc il y a des traces fortes, des empreintes fortes du machisme, de la phallocratie, du virilisme. On est plutôt dans faire les choses vers l'extérieur, s'imposer, etc. Et ça n'a pas été bien vu jusqu'à ces dernières années d'être dans l'accueil, l'acceptation, la disponibilité. Et je pense que cette sagesse, qui est peut-être de l'ordre du féminin, mais qui est peut-être même une sagesse profonde de l'humain, d'accueillir ce qui est et d'en faire son miel, c'est ce qui va nous permettre d'être dans cette habileté, dans cette agilité. Et puis au quotidien, alors moi je bouge beaucoup, j'adore bouger, donc je danse sur de la musique ou même sans musique, je chante, je fais des mouvements, je fais du qigong, du yoga. Voilà, c'est-à-dire que dans ma journée, je jardine, je marche. Dans ma journée, il y a toujours beaucoup de mouvements du corps. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est un facteur d'équilibre naturel, c'est-à-dire que s'il y a un stress, le corps se met en mouvement et pof, le stress s'en va, ou en tout cas une partie du stress. Que si je vais dehors prendre l'air, il y a tout de suite la pression qui diminue, que je ne peux pas rester à mon ordinateur très longtemps, j'ai besoin de me lever, de bouger, de faire des mouvements. Et comme ça me permet aussi d'intercaler des mouvements de gymnastique spontanément dans ma journée, sans forcément me dire je dois faire 5 ou 10 minutes de gymnastique tous les jours. Je pense que cette habileté, cette souplesse, elle peut venir aussi, et pourquoi pas au travail. On peut très bien faire des pompes au travail ou des abdos ou je ne sais pas, des mouvements de Qigong, de yoga. Vos collègues s'habitueront. Ils diront, bah, tiens, elle ou lui, il y a des moments où, plutôt que d'aller boire un thé ou d'aller fumer une cigarette, fait des mouvements qui lui viennent, ou les moments qui lui font ou qui lui font du bien. Et donc, c'est cette écoute dans l'instant de ce qui est bon pour moi. Je bois parce que j'ai soif, je me réchauffe parce que j'ai
froid, ou je fais un mouvement parce que mon corps a besoin de bouger, ou je dis quelque chose à quelqu'un parce que j'ai besoin de le dire. Je sens une huile essentielle qui me plaît, je regarde la photo qui est importante pour moi en ce moment, ou je ne sais pas, où je rêve à quelque chose, d'être dans cette promenade. J'aime beaucoup la danse, mais j'aime aussi beaucoup les promenades. Voilà, la vie au quotidien peut être une promenade. Hmm. Euh, alors, deux petites choses. Première chose, j'aime bien le fait que enfin, en tout cas, vous l'avez mentionné, le fait que le développement personnel, c'est pas une heure à regarder une vidéo YouTube ou à faire un stage ou je sais pas quoi. C'est l'intégrer dans son quotidien. Voilà, je suis au travail et j'ai mon huile essentielle et j'ai un petit exercice de respiration régulièrement où je me lève et je vais un petit peu me dégourdir les jambes, Mm, sans conscience, encore une fois. Euh, c'est ça qui va faire que toute mm, ma vie va changer. Si je mm, prends juste un week-end, c'est des vacances, entre guillemets. C'est juste des vacances super cool. Et je reviens et la vie, elle va continuer, en fait. mm, Si je commence à intégrer tout ça, là, va y avoir du changement sur du long terme. Petit à petit, un petit peu comme un jardin où voilà, je désherbe, je mm, plante, mm, j'arrose, j'en prends soin. Ça, c'est vraiment, je le précise beaucoup, mm, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur je passe un week-end, alors ma vie doit changer. Non, bon d'intégrer tout ça. mm. Et j'aimerais juste une petite précision avant de vous laisser. Euh, Se laisser aimer par soi-même et s'aimer soi-même. Est-ce que vous pouvez nous donner une différence? Je Mm, pense que c'est très important. mm. Alors oui, c'est difficile de préciser, mais je vais essayer. Et je vais parler de moi parce qu'il y a rien de plus juste et de plus authentique de parler de soi. Donc moi, j'ai mis très, 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 très longtemps à m'aimer moi-même. Et j'ai pas encore gagné, quoi. C'est pas encore. Parce que une histoire comme ça, dans des familles très exigeantes, qui voulaient des enfants parfaits. Bon, bref. Et qui a fait que pendant longtemps, ben, je me disais, non, je suis pas aimable, je n'arrive pas à 10% de ce qu'on a demandé de moi, je suis pas comme il faudrait. Bon, bref, plus les comparaisons que la société nous impose, etc. Bon, que ce soit physique, mental ou autre. Bon. Donc, une très, très grande difficulté à m'aimer moi-même qui était exacerbée dans les moments de troubles relationnels, amicaux ou amoureux, parce que si vraiment j'étais désavoué, ben, ça renforçait cette mésestime, même ce désamour de moi-même, les critiques, etc. Donc c'était sans fin, c'était douloureux, j'en pouvais plus. Donc un jour, enfin, c'est pas un jour, je dis un jour, mais il s'est passé en fait un processus comme celui que vous avez décrit, qui fait que j'ai découvert plus que compris, parce que c'était pas mental, que j'avais simplement besoin de me chérir. Mm. Je n'avais pas été choyé, je n'avais pas été chéri. Euh, voilà, c'est comme ça et c'est sans reproche. Mais moi, je pouvais le faire. Je pouvais au jour le jour me choyer, me chérir, me chouchouter. Mm. Et que ces mots qui me paraissaient ridicules dans la culture familiale qui est la mienne, ils sont devenus savoureux. Comme c'est bon de se choyer, de se chouchouter, de se chérir. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors le bon petit plat que j'aime, le pull que j'ai envie d'avoir, ou les chaussures, ou un goûter que je vais acheter dans telle pâtisserie parce que c'est bon, les fleurs que je m'offre, toutes sortes de petites choses, le parfum. Puis après, je me suis mis à faire mes propres parfums avec des huiles essentielles pour que ce soit naturel. Et tout ça, c'était se chérir. Et j'en étais pas encore à me dire je m'aime. Mm. Et pourtant, j'ai continué ça. Tous ces petits gestes au quotidien, m'acheter le film que j'avais envie de voir ou le roman dont on m'avait parlé, je sentais que ça allait me faire du bien, etc. Les vacances que j'avais envie de vivre. Et pas forcément des trucs luxueux ou loin. Voilà, un petit gîte pas très loin dans la forêt où je sentais que j'allais pouvoir me reposer et m'épanouir, etc. Faire des choses avec mes enfants. Et je me chéris, je me chouchoute, je me choisis au quotidien. En faisant ça, je me laisse m'aimer moi-même. Mm. C'est-à-dire que je ne suis pas encore à je m'aime, qui est tellement compliqué pour beaucoup d'entre nous, mais je me chéris et je me laisse faire, je le savoure et c'est déjà je me laisse aimer moi-même. Et en disant ça, je suis très ému parce que c'est grâce à vos questions que je peux le préciser.
que si je me laisse aimer moi-même, c'est que finalement, et ça c'est la première fois que je vais le dire, comme quoi dans un cheminement, il y a toujours des premières fois, c'est que finalement je m'aime. Mm. Et que ça, pour moi, c'est très joyeux. Et très, je sens une chaleur là qui monte du sexe jusqu'en haut du crâne. Et finalement, je m'aime. Vous Mm. voyez? Alors que si je fais des exercices que j'applique, je m'aime. Alors oui, de temps en temps, je me le dis et ça m'aide d'ailleurs. Je m'aime, ou je t'aime, bon voilà. Mais là, ce dont vous m'aidez, ce que vous m'aidez à faire, à prendre conscience, pardon, c'est que je me chéris, je me laisse aimer par moi-même, donc je m'aime. Et c'est un cheminement qui va un jour, pof, éclore comme ça, comme étant une capacité à s'aimer. Mm. Et ce cheminement va aussi m'aider dans ma relation avec mes amis, avec mes enfants, avec mon compagnon, etc. Automatiquement. Et une dernière question, après je vous promets, je vous laisse. Euh, Cet amour de soi qui se développe petit à petit, encore une fois, hein, patience, moi j'aime bien cette image du jardin, Hmm. fluctue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des jours où je vais me sentir plein d'amour pour moi, et il y a des jours où ça va être plus fluctuant. Et je pense que, encore une fois, c'est important de ne pas figer ça. Hmm. Oui, merci infiniment pour cette très très belle question, elle est très importante. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, tout est fluctuant, tout bouge tout le temps. Et là, je viens de dire quelque chose de très fort, mais peut-être que ce soir ou demain, je ne serai pas du tout dans la même disposition d'esprit ou de ressenti par rapport à moi-même. Et c'est pas grave parce que je l'ai dit, en tout cas, je l'ai ressenti. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir le partager avec vous, mais je l'ai ressenti comme quelque chose de vrai, et qui existe dans Mm. ma relation avec moi-même. Et donc, ne pas s'en vouloir, c'est important de ne pas s'en vouloir qu'il y ait des jours sans ou des jours avec peu ou des jours où c'est bancal, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, où c'est plus ou moins, où ça fluctue beaucoup, des jours où ça fluctue beaucoup, alors que d'autres jours c'est plus tranquille, c'est plus assuré, c'est plus là. C'est aussi de savourer dans l'amour, peut-être pas forcément l'amour de soi, mais dans l'amour de la vie, de savourer ce qui se présente et d'être dans une compassion. Je pense que la compassion pour soi-même, c'est fondamental. Là, ce que je suis en train de vivre, c'est difficile. Mm. Ouais. Si on est dans un moment où on vit quelque chose de douloureux, où là vraiment j'ai une douleur forte, j'ai besoin d'en parler ou de l'écrire, comme vous disiez tout à l'heure, ou de le confier à quelqu'un. Mm. C'est d'être dans cet amour aussi de ce que je vis avec moi-même, de ce que je vis avec les autres, et de ce dont je suis capable heure après heure, quoi, ou instant après instant, sans programme, sans vouloir être toujours au top. Mm. Parce qu'on est au top, en fait, on est tout le temps au top de ce qu'on peut faire. Au top. Moi, cette fameuse phrase de devenir la meilleure version de soi-même, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, dans le moment présent, je suis pas une meilleure version de moi. Or, si je suis la meilleure version de moi, mais qui ne ressent pas cette idéalisation Hmm, de ce qu'on me dit que je devrais être. Et c'est ça exactement, qui crée la croyance au problème. oui. C'est Tout à fait. un autre sujet. On reparlera de ça plus tard. Euh, j'ai le schéma de plus je me laisse aimer moi-même, plus je peux laisser les autres m'aimer, plus je suis apte à me laisser aimer les autres. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça me parle, ce signe de l'infini, je l'adore. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai simplement rencontré des personnes différentes qui ont eu la chance d'être vraiment aimées Ouais. et qui, grâce à cet amour très fort d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une grande sœur, d'un grand frère ou d'un des parents, ou parfois, enfin, très rarement des deux parents, ont pu développer l'amour d'eux-mêmes en puisant dans l'amour que quelqu'un leur a donné de façon suffisamment fréquente et claire et, et présente et concrète. Voilà, donc il existe aussi parfois d'autres. Plusieurs schémas. Voilà. Très bien. Je vous remercie infiniment. Je vais pas vous Merci Fanny. Merci infiniment, je vais couper. Un grand merci. Merci Fanny, merci à vous. C'est une très belle conversation.